Afrique du Sud. Regardez l'Afrique du Sud. Que se passe-t-il? Regardez l'Amérique du Sud. Que se passe-t-il? Vous savez, je ne vais pas. Nous avons une réunion du G20 en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne devrait même plus faire partie des G à cause de ce qui s'y est produit. Je n'irai pas. Je le lui ai dit, je n'irai pas. Je refuse de représenter notre pays là-bas. Elle n'aurait jamais dû y être. Quand Donald Trump a déclaré que les États-Unis boycotteraient le sommet du G20 à Johannesburg, ce n'était pas une simple crise politique. C'était une manifestation de peur. Peur d'un monde qui bascule vers le Sud. Peur d'une Afrique qui n'a plus besoin de l'aval occidental pour prendre la tête. Il a prétendu que les Blancs sud-africains étaient massacrés. Un mythe depuis longtemps démonté par les tribunaux, les chercheurs et même les dirigeants africains eux-mêmes. Mais ce mensonge ne visait pas l'Afrique du Sud. Il ciblait son public pour raviver un fantasme colonial où l'Occident joue encore les sauveurs et l'Afrique reste muette. Pourtant, l'Afrique du Sud n'a pas mordu à l'hameçon. Elle a simplement répondu, nous continuerons sans les États-Unis. Cette assurance tranquille a tout bouleversé. Car ce G20 ne porte pas sur l'absence américaine. Il célèbre l'émergence de l'Afrique. Pour la première fois, l'économie mondiale se réunit sur le sol africain, et l'histoire observe qui se présentera. Le boycott fonctionnera-t-il? Nous le saurons bientôt. Le pouvoir ne s'exerce jamais en silence. Il claque la porte, élève la voix et feint de tout maîtriser. C'est précisément ce qu'a fait Donald Trump en annonçant que les États-Unis boycotteraient le sommet du G20 à Johannesburg. Le motif invoqué? Un prétendu génocide des Blancs en Afrique du Sud. Une allégation si grotesque que même les partis d'opposition sud-africains et les leaders africains l'ont qualifiée de pure invention. Mais l'absurde n'est pas le cœur du récit. Le vrai enjeu, c'est pourquoi Trump a ressenti le besoin de le proférer, ce n'était pas de la politique étrangère. C'était du spectacle, et tout spectacle requiert un public. Parallèlement, le président américain Donald Trump affirme qu'aucun responsable des États-Unis ne participera au sommet des dirigeants du G20 en Afrique du Sud tant que des Afrikanais y sont tués. Comme le rapporte le correspondant d'ABC News, Chuan Bryce, depuis New York, dans un reportage critiquant l'Afrique du Sud, Trump a ajouté qu'il se réjouissait d'accueillir le G20 à Miami l'année prochaine. Trump ne s'adressait pas au monde. Il parlait à sa base, à cette frange de l'Amérique qui perçoit tout changement global comme une offense personnelle. Il ne défendait pas les Blancs sud-africains. Il protégeait le mythe de l'innocence blanche, ce récit qui permet à l'Occident de se poser en boussole morale universelle alors même que son influence s'effrite. Le boycott équivalait à une crise de nerfs politiques, bruyant, théâtral, mais fondamentalement impuissant. S'il croyait vraiment à ses propres déclarations, il aurait assisté au sommet, exposé ses doléances en face à face et dirigé par les faits. Mais le leadership implique des risques. Le spectacle, non. Il a donc préféré la scène à la table des négociations, le slogan à la solution. Ce faisant, il a involontairement révélé la véritable crise, non pas en Afrique du Sud, mais dans l'identité même de l'Amérique. Soyons francs, ce boycott ne relève pas d'une préoccupation pour les droits humains. Il s'agit de contrôle. Pendant plus d'un siècle, les puissances occidentales ont défini la légitimité de l'Afrique par leur approbation. Quand elles vous louent, vous réformez. Quand elles vous critiquent, vous échouez. Quand elles vous ignorent, vous êtes insignifiant. Mais l'Afrique du Sud a refusé ce jeu. Sa réplique a été précise, nous continuerons sans les États-Unis. 9 mots, et chacun a frappé comme un marteau sur l'ego occidental. Car cette phrase a accompli quelque chose de révolutionnaire, elle a déplacé le centre de gravité. Pendant des décennies, l'Afrique a été traitée comme une invitée dans les débats mondiaux, sommée d'acquiescer poliment et d'attendre l'autorisation de parler. Cette fois, l'hôte a dit à l'invité, vous n'êtes pas obligé de venir. Et cela a tout inversé. Ce n'est plus l'Amérique qui exclut l'Afrique. C'est l'Afrique qui réalise qu'elle peut avancer sans l'Amérique. Le G20 se tiendra quand même. Les dirigeants mondiaux afflueront. Les échanges commerciaux se poursuivront. La seule ombre absente sera celle de Washington. Et c'est exactement ce qui l'effraie. Car quand on a bâti son autorité sur l'indispensabilité, l'irrélevance ressemble à la mort. Le boycott de Trump n'a jamais visé à sauver quiconque. Il refusait d'affronter un avenir où l'Afrique se tient en égale, non indépendante. C'est pourquoi cet instant compte. Il marque un tournant où l'Empire a enfin regardé vers le Sud,
y a vu de la confiance au lieu du chaos, et a paniqué. Mais voici la vraie question, pourquoi ressusciter un mythe colonial, ce prétendu génocide des Blancs, précisément maintenant, au moment où l'Afrique commence à s'élever? Qu'y a-t-il vraiment en jeu derrière ce mensonge commode? Si l'histoire nous enseigne une chose, c'est que lorsque le pouvoir perd prise, il se raccroche à la mythologie. Le récit du génocide blanc que Trump ne cesse de clamer n'est pas neuf. C'est un fantôme colonial recyclé, enveloppé dans le langage moderne de la victimisation. Pendant l'apartheid, la même peur servait à légitimer la ségrégation. On répétait aux Blancs sud-africains que si la majorité noire prenait le pouvoir, le chaos engloutirait le pays. Cette peur était l'oxygène qui maintenait le racisme en vie. Aujourd'hui, Trump n'a fait qu'exporter ce mensonge vers un nouveau public, le sien. L'ANC a fermement dénoncé les allégations du président américain Donald Trump sur un prétendu génocide et une persécution des Blancs sud-africains, ainsi que son boycott du sommet du G20 en Afrique du Sud. Il ne protège pas les Blancs sud-africains. Il joue un rôle pour les Blancs américains. Le mythe agit comme une thérapie émotionnelle pour une nation terrifiée par son propre déclin démographique et moral. Il crée l'illusion que la blancheur est assiégée, non par l'injustice, mais par l'égalité. Il dit aux partisans de Trump qu'ils ne sont pas privilégiés, mais des victimes incomprises d'un racisme inversé mondial. Ainsi, l'Afrique devient la scène des insécurités raciales de l'Amérique. Mais les mythes s'effondrent face aux données. En Afrique du Sud, le meurtre et la criminalité touchent tout le monde, riches et pauvres, noirs et blancs, ruraux et urbains. La grande majorité des victimes d'homicides sont des Sud-Africains noirs, pas des fermiers blancs. Il n'y a ni schéma, ni politique, ni génocide. Les tribunaux l'ont affirmé. Les organisations de défense des droits humains l'ont affirmé. Même des groupes politiques blancs l'ont affirmé. Trump, lui, se moque des faits. Il mise sur les sentiments, ceux qui rendent sa base nostalgique de la domination. C'est là le génie de ce mensonge, il ne cherche pas à convaincre, il cherche à réconforter. Il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Que l'égalité est dangereuse. Que le succès africain est suspect. Que le déclin occidental est forcément la faute d'autrui. Quand Trump parle de fermiers blancs massacrés, il ne décrit pas la réalité. Il propose un fantasme. Un fantasme où l'Occident détient encore le scénario moral et l'Afrique reste le méchant. Mais ce qui rend ce récit à la fois habile et dangereux, c'est qu'il inverse la morale. Il transforme l'oppresseur historique en victime éternelle et les libérés en menace permanente. C'est la logique coloniale maquillée en compassion. En feignant de s'inquiéter des droits humains, il rebaptise la supériorité en sympathie. Le timing, pourtant, trahit la vérité. À chaque fois que l'Afrique affirme sa souveraineté lorsqu'elle intègre les BRICS, qu'elle promeut les échanges en monnaie locale, qu'elle accueille le G20, ce récit ressurgit comme une horloge. Car les puissances occidentales ne craignent pas l'échec africain, elles craignent l'indépendance africaine. C'est pourquoi la réponse calme de l'Afrique du Sud a été si dévastatrice pour le mythe. Pretoria n'a ni fulminé ni supplié. Elle a simplement démonté le mensonge avec des faits et passé à autre chose. En cet instant, elle a brisé une règle séculaire, l'Afrique ne s'est pas défendue par l'émotion. Elle s'est défendue par l'intellect. Mais cela soulève la question suivante, comment un pays conserve-t-il son sang-froid face à une provocation aussi délibérée? Comment l'Afrique du Sud a-t-elle transformé une campagne internationale de diffamation en leçon magistrale de maîtrise psychologique? Parfois, le silence est la forme de résistance la plus retentissante. Quand le ministère sud-africain des Affaires étrangères a répondu au boycott de Trump en déclarant calmement que le succès du sommet ne reposera pas sur un seul État membre, ce n'était pas qu'un communiqué. C'était une manœuvre psychologique. Le texte n'attaquait ni ne se défendait. Il recadrait toute la situation. En diplomatie, on appelle cela le contrôle par l'indifférence. En refusant d'entrer dans le théâtre émotionnel que Trump tentait de monter, Pretoria lui a coupé l'oxygène. Trump vit de l'indignation. C'est sa monnaie. Chaque réaction furieuse lui donne plus de pouvoir, plus de temps d'antenne, plus de chaos à exploiter. L'Afrique du Sud, elle, a joué l'inverse, elle lui a refusé le drame, elle lui a refusé le spectacle. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la stratégie. Car quand on refuse de combattre dans l'histoire de l'adversaire, on écrit la sienne. Cette sérénité n'est pas née d'un jour à l'autre. Elle découle d'une maturité nationale durement acquise. L'Afrique du Sud est un pays qui a affronté l'une des machines de propagande les plus sophistiquées de l'histoire moderne, l'apartheid.
Des décennies de mensonges ont convaincu le monde que la libération noire détruirait la nation. Elle ne l'a pas fait. La même discipline qui a guidé la transition de l'apartheid à la démocratie, une patience forgée dans la souffrance, lui permet aujourd'hui de garder son calme. Quand Trump lance des accusations farfelues, le gouvernement sud-africain ne tremble pas. Il n'en a pas besoin. Il a vu pire. Il a vécu des décennies de manipulations étrangères, de sabotages économiques et de leçons de morale prodiguées par les mêmes puissances qui finançaient jadis ses oppresseurs. Pourquoi perdrait-il le sommeil pour la crise d'un seul président occidental? À l'évidence, il semble ne pas comprendre ce qu'est le G20, mais je ne lui en veux pas, il n'était pas là quand le groupe a été créé. Pourtant, la réponse de l'Afrique du Sud n'était pas seulement de la retenue. C'était une affirmation d'autorité discrète. En se concentrant sur l'objectif du sommet plutôt que sur la personnalité du boycotteur, Pretoria a rappelé au monde que le G20 n'est pas un spectacle américain. C'est une scène globale. Ce léger déplacement a redéfini l'équilibre des forces. Pour la première fois, l'Afrique n'était plus le public, elle était le plateau. Sur le plan psychologique, les experts parlent d'inversion de cadre. Trump voulait faire passer l'Afrique du Sud pour instable. Son absence, au contraire, l'a fait paraître fragile. Les images parlent d'elles-mêmes, une nation africaine confiante qui s'apprête à accueillir les plus grandes économies du monde, tandis que le soi-disant leader du monde libre boude en coulisses. C'est une justice poétique habillée en politique. Plus puissant encore fut le symbole d'unité à l'intérieur même de l'Afrique du Sud. Partis politiques, organisations civiles et même groupes africanais ont publiquement balayé les allégations de Trump. Dans un pays souvent fracturé par les lignes historiques, ce consensus fut exceptionnel. Il a prouvé que la dignité nationale pouvait transcender les divisions internes. Cette unité a transformé un scandale potentiel en vitrine de stabilité. Le message était limpide, l'Afrique du Sud sait se gérer seule et accueillir le monde sans tutelle. Mais ce défi serein ébranle plus que Trump. Il fissure les fondations même de la psychologie occidentale, la conviction que l'Afrique doit être soit sauvée, soit contrôlée. Cela mène à la question suivante, pourquoi l'égalité africaine, et non le chaos africain, met-elle Washington si mal à l'aise? Petite pause pour dire un grand merci à la communauté Black Culture Diary, où les voix, récits et héritages noirs sont préservés et amplifiés. En devenant membre, vous ne soutenez pas seulement la chaîne, vous rejoignez un mouvement culturel puissant. Continuons. Voici la vérité que la plupart des politiciens occidentaux ne diront jamais à voix haute, l'indépendance africaine ne les effraie pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. Pendant des siècles, le pouvoir occidental s'est appuyé sur un script psychologique précis, l'Afrique galère, l'Occident sauve. Ce schéma lui offrait à la fois autorité morale et levier économique. Mais que se passe-t-il quand l'Afrique n'a plus besoin d'être sauvée? Quand elle se tient droite, imperturbable, organise des sommets mondiaux, développe des économies numériques et mène des alliances comme les BRICS. Le script s'effondre, et avec lui l'illusion de l'indispensabilité occidentale. Le boycott de Trump n'a rien à voir avec des violations des droits humains en Afrique du Sud. Si c'était le cas, les États-Unis ne commerceraient pas avec l'Arabie Saoudite, ne soutiendraient pas les bombardements israéliens, et n'auraient pas fermé les yeux sur l'Irak ou le Yémen. Non, l'indignation de Trump n'est pas morale, elle est stratégique. Il panique parce que l'Afrique rompt la laisse émotionnelle qu'il a maintenue politiquement obéissante pendant des décennies. Le sommet du G20 à Johannesburg est le symbole parfait de ce basculement. Pour la première fois, l'Afrique n'est pas invitée à la table mondiale, elle l'organise. Cela peut sembler un détail technique, mais dans le langage géopolitique, c'est révolutionnaire. Quand on accueille les économies les plus puissantes du monde, on fixe l'agenda. Pour Washington, c'est inacceptable. L'Amérique est habituée à donner le ton, pas à le suivre. Cette année, le ton est africain. Pire encore, l'influence croissante de l'Afrique du Sud dans les BRICS menace l'ordre mondial dominé par les États-Unis. Grâce aux BRICS, l'Afrique accède à des prêts de développement sans les conditions du FMI, à des échanges en monnaie locale plutôt qu'en dollars, et à des partenariats stratégiques qui court-circuitent les intermédiaires occidentaux. Ce n'est pas seulement de l'économie. C'est de l'émancipation. L'Occident parle d'influence chinoise. Les Africains parlent d'options. Et les options sont dangereuses pour quiconque est habitué au monopole. C'est pourquoi la panique de Washington semble si émotionnelle. Ce n'est pas une peur rationnelle. C'est une angoisse existentielle. Le même continent jadis pillé pour son or, ses diamants et ses esclaves détient aujourd'hui les minerais qui alimenteront le siècle prochain, lithium, cobalt, terres rares.
La même région autrefois qualifiée de « en développement » abrite désormais les économies à la croissance la plus rapide du monde. Les mêmes peuples jadis relégués au « tiers-monde » conçoivent des systèmes de paiement numérique et des modèles d'intelligence artificielle. Le rapport de force ne se déplace plus, il s'inverse. Le boycott de Trump n'est donc pas une déclaration de politique étrangère. C'est un déni d'histoire. Un refus d'admettre que l'Afrique n'est plus un récit écrit par d'autres, mais un récit qu'elle écrit elle-même. La vraie panique à Washington ne concerne pas la gouvernance sud-africaine. Elle concerne l'irrélevance de l'Amérique. L'Empire ne tombe pas parce qu'on l'a conquis. Il s'effondre parce qu'il a refusé d'évoluer. Et voici l'ironie, chaque tentative de saboter l'Afrique ne fait qu'accélérer son ascension. Quand on ignore un continent qui détient l'avenir de l'énergie, des minerais et de la main-d'œuvre, on ne le punit pas, on s'isole soi-même. La question n'est donc plus de savoir si l'Afrique monte. Cela se produit déjà. La vraie question est, comment l'Afrique va-t-elle convertir ce moment d'indépendance en pouvoir concret, au-delà du symbole? Rappel, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres contenus sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Poursuivons. Chaque empire, quand il commence à vaciller, cherche un bouc émissaire à l'extérieur plutôt qu'une explication à l'intérieur. L'Afrique, elle, n'a plus besoin de pointer du doigt, pour la première fois dans l'histoire moderne, l'équilibre mondial des puissances penche en sa faveur. Et l'ironie veut que le boycott de Trump, censé humilier l'Afrique du Sud, démontre précisément cela, l'Amérique n'a plus les leviers pour arrêter l'histoire. Pendant que Washington s'épuise sur des illusions, l'Afrique construit des réalités. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, redessine déjà les échanges entre 54 nations, créant le plus grand marché unique depuis l'Union européenne. Pendant des décennies, le principal obstacle de l'Afrique n'était pas le manque de ressources, mais la fragmentation. Les frontières coloniales transformaient la coopération en rivalité. La ZLECAF efface tranquillement ses cloisons. Des marchandises circulent d'Accra à Nairobi, de Lagos au Caire sans dépendre du dollar ni de médiateurs occidentaux. Ce n'est pas qu'une réforme économique, c'est une libération mentale. Vient ensuite la révolution financière. La nouvelle banque de développement des BRICS offre aux pays africains une porte de sortie des pièges de la dette du FMI. Les prêts arrivent sans les pilules empoisonnées d'austérité qui ont étouffé les économies africaines pendant des générations. Pour la première fois, l'Afrique peut bâtir des infrastructures sans supplier qu'on l'autorise. L'Occident parle d'influence chinoise. Les Africains parlent d'options. Et les options sont l'ennemi du contrôle. Pendant que l'Occident voit encore l'Afrique à travers le prisme dépassé de l'aide et de la pauvreté, une toute autre histoire se déroule sur le terrain. Des startups transforment la banque mobile en industrie milliardaire. Le système M-Pesa du Kenya est étudié à la Harvard Business School. Les fintechs nigérianes redéfinissent les paiements numériques. Le secteur de l'énergie verte sud-africain est l'un des plus dynamiques au monde. Les satellites égyptiens orbitent dans l'espace tandis que le Rwanda accueille des sommets technologiques internationaux. Ce n'est pas un continent qui attend le développement, c'est un continent qui le réinvente. Les chiffres le confirment, l'Afrique détient 30% des réserves mondiales de minerais, 60% des terres arables non cultivées et la population la plus jeune de la planète. D'ici 2050, un humain sur 4 sera africain. Ce n'est pas une statistique, c'est un destin. Et ce destin terrifie les vieilles puissances, car il signifie la fin du monopole occidental sur la main-d'œuvre, les ressources et l'innovation. Le XXIe siècle ne sera pas alimenté par d'anciens empires. Il le sera par l'ingéniosité africaine. Le boycott de Trump est, à sa manière, poétique, un homme qui tente d'arrêter la marée avec ses mains, mais la marée s'en moque. Le G20 aura lieu, des accords seront signés, des partenariats se développeront, et l'absence américaine ne fera que rendre sa faiblesse évidente. Quand on refuse de s'asseoir à une table déjà dressée, le dîner continue sans soi. Cela nous amène à la question décisive, l'Afrique a gagné la légitimité morale, l'opportunité économique et la confiance politique. Peut-elle désormais transformer ses victoires en souveraineté totale, affranchie de la validation occidentale? Il arrive un moment, dans l'histoire de chaque nation, où elle cesse de demander à être vue et commence simplement à exister, avec assurance, sans excuse, selon ses propres termes. C'est là que se tient l'Afrique aujourd'hui. Et le boycott de Trump au G20 de Johannesburg, pensé comme une insulte, est devenu le symbole parfait de cette transition. Car quand le soi-disant leader du monde libre refuse de se présenter mais que la réunion prospère quand même, cela prouve quelque chose de plus profond que la politique,
cela prouve l'indépendance. L'Afrique du Sud a tout à gagner à continuer de renforcer ses liens avec les États membres. L'Union européenne, en bloc, soutient déjà le thème du sommet, ce qui constitue un appui majeur pour le pays. Deuxièmement, l'Afrique du Sud peut placer l'agenda Sud-Sud sur la table face à ces nations industrialisées puissantes. Il y a donc énormément d'avantages à en tirer. L'Afrique du Sud n'est pas une île. Nous faisons partie des BRIC. Très bien. Mais cela ne nous empêche pas de renforcer nos relations. Pendant des décennies, le pouvoir de l'Afrique a été filtré par des lentilles étrangères, analystes occidentaux, banques occidentales, aides occidentales. Le progrès se mesurait non selon des critères africains, mais selon le confort occidental. Si l'Afrique grandissait trop vite, c'était dangereux. Si elle grandissait trop lentement, c'était décevant. Tout le vocabulaire de l'engagement était colonial. Même les compliments étaient condescendants. Mais ce langage agonise aujourd'hui. Le sommet du G20 à Johannesburg, organisé par une démocratie africaine et suivi par tous les grands acteurs mondiaux sauf les États-Unis, a marqué l'enterrement discret du paternalisme occidental. Parce que voici la vérité, l'Afrique n'a pas besoin de validation. Elle a besoin de vitesse. Elle n'a pas besoin d'autorisation. Elle a besoin de partenariat. Et de plus en plus, elle obtient ses partenariats à ses conditions. La Chine investit dans l'industrie, pas dans les missions. La Russie propose une coopération militaire et énergétique, pas des leçons. Les Émirats arabes unis et la Turquie misent sur les infrastructures africaines parce qu'ils y voient des retours, pas de la charité. Pendant ce temps, les États-Unis débattent de mythes sur la persécution des Blancs et perdent leur place à la table des adultes. Ce n'est pas seulement de la géopolitique, c'est de la psychologie. L'Occident a bâti son identité sur l'idée d'être l'arbitre du monde. Mais que se passe-t-il quand les joueurs commencent à siffler leurs propres fautes? L'Empire perd son scénario. C'est pourquoi les médias occidentaux s'accrochent à des récits d'instabilité, de coups d'État, de manifestations, de crises. Même quand la vraie histoire est celle du progrès, ils ne digèrent pas une Afrique stable sans supervision, confiante sans assistance, unie sans médiation occidentale. Le boycott de Trump restera dans les mémoires non comme un défi, mais comme un déni. L'instant où l'Amérique a révélé, par accident, qu'elle ne peut plus définir la légitimité mondiale. L'Afrique du Sud n'a pas supplié pour sa présence, elle n'en avait pas besoin. Le G20 s'est poursuivi avec un nouveau centre de gravité, défini non par l'Atlantique Nord, mais par le Sud global. Les idées africaines sur le commerce, la réforme de la dette et l'énergie durable ne sont plus des discussions secondaires. Elles deviennent l'ordre du jour principal. Et c'est ce basculement qui change tout. Pendant des siècles, l'Afrique a été traitée comme un enfant à la table du monde, nourrie quand c'était commode, grondée quand elle voulait son indépendance. Désormais, elle n'attend plus d'invitation. Elle organise le banquet. L'avenir énergétique mondial, la sécurité alimentaire, la révolution numérique passent tous par les couloirs africains. Du cuivre zambien au hub technologique ghanéen, en passant par l'industrie verte sud-africaine. Oui, l'Amérique peut boycotter un sommet. Elle peut ignorer une puissance montante. Mais elle ne peut pas boycotter le siècle. Car le 21e siècle appartiendra aux bâtisseurs, pas aux tyrans, aux créateurs, pas aux critiques, à ceux qui mènent avec calme, pas avec contrôle. Et en ce moment, ce leadership parle avec une voix africaine, confiante, mesurée, inébranlable. Le monde ne se détourne plus de l'Afrique. Il se tourne vers elle. Et cette fois, l'Afrique n'est pas seulement prête, elle est aux commandes. Pensez-vous que l'Occident est prêt à accepter une Afrique qui n'a plus besoin de son approbation? Dites-le nous en commentaire. Si l'Amérique ne peut plus contrôler le récit mondial, qui, selon vous, l'écrira ensuite? Envie de voir d'autres vidéos comme celle-ci? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des contenus sur ce dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur passée des Noirs. Merci d'avoir regardé et à la prochaine, restez connectés.